Premièrement, bienvenue à ma conférence. Mon nom est Luc Pareil. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre l'utilité et les avantages d'un nuage ou cloud computing en anglais. Donc, on va débuter avec d'où viennent les nuages. Ensuite, on va discuter de l'évolution technologique ayant conduit au nuage. Qu'est-ce que le cloud computing? Les 4 modèles de déploiement. Ensuite, les caractéristiques des solutions nuagiques, les avantages, les risques. On va discuter également des différents fournisseurs et on va terminer ensuite avec une période des questions. D'où viennent les nuages? Les nuages, ou cloud computing en anglais, vient du monde des télécommunications. Historiquement, on représentait souvent les réseaux des télécommunications puis Internet par un nuage. Donc, le nuage symbolisait le traitement de l'information. En résumé, on envoie une requête à un ordinateur serveur à distance. L'information, elle est traitée, on ne sait pas trop comment, et puis on reçoit le résultat final à notre ordinateur. Donc, tout ça, c'est un peu nébuleux dans la façon dont l'information a été traité, mais l'important, c'est le résultat attendu par cette requête. Donc, c'est un peu pourquoi on a symbolisé tout ça par un nuage. Maintenant, on va passer à l'évolution technologique vers les nuages. Tout ça a débuté dans les années 70 avec le mainframe. Le mainframe, en gros, dans une entreprise, c'est un ordinateur avec une très grande puissance de calcul. Au fond, toutes les opérations sont centralisées vers cet ordinateur-là et c'est accessible via des terminaux. Donc, toutes les opérations vont se faire localement. Il faut dire qu'à cette époque, dans les années 70, l'Internet n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui, bien entendu. Donc, tout ça, ça se faisait localement. Donc, le mainframe, lui, peut gérer différentes partitions, systèmes d'exploitation, Windows, macOS, Linux, plusieurs sessions d'utilisateurs notamment. Donc, il va permettre de gérer les différents logins, mots de passe, la sécurité aussi autour de tout ça. Il faut dire que la grande majorité des entreprises utilisent les mainframes depuis plus d'une quarantaine d'années. Donc, c'est toujours utilisé aujourd'hui. Ensuite vient l'architecture client-serveur dans les années 80. Dans le fond, l'architecture client-serveur, ça consiste à communiquer deux machines reliées par un réseau via un programme. L'ordinateur client, lui, envoie une requête à un ordinateur serveur qui, lui, va traiter la requête de l'ordinateur client. Donc, l'ordinateur client, qui est un PC standard, alors que l'ordinateur serveur, lui, ça va être une machine qui possède une énorme puissance de calcul, beaucoup plus élevée que l'ordinateur client. Le serveur, quant à lui, peut répondre à plusieurs requêtes. Il peut gérer une base de données. Exemple de base de données, quand vous venez à la bibliothèque, quand on scanne votre carte de membre, les employés vont accéder à votre dossier grâce à un logiciel qui communique directement à un serveur. Donc, ce serveur, quant à lui, accède à une base de données qui, elle, archive toutes les informations concernant les dossiers de l'abonné. Donc, ça, c'est un exemple. Le serveur peut notamment gérer une boîte de messagerie d'entreprise, un site web. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors, on est en train de créer les bases nécessaires pour l'Internet moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Puis enfin, dans les années 90, parlons de l'Internet. Donc, le réseau Internet s'ouvre au monde grâce au protocole de communication TCP/IP. TCP/IP, c'est Transmission Control Protocol Internet Protocol. Donc, c'est un protocole informatique de transport de données qui a été utilisé pour transmettre l'information entre deux ordinateurs à distance. Ensuite, dans les années 2000, on a le AOS, Architecture orientée service. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les services se retrouvent au cœur de cette architecture-là, donc avec les données et les applications. Cette forme d'architecture a été très popularisée avec les services web et notamment le commerce électronique. Exemple, vous êtes une entreprise, vous voulez vendre un produit en ligne, vous avez créé un site web, mais il vous manque un module de paiement pour faire payer vos clients. Donc, un fournisseur peut vous offrir une plateforme, tout inclus, avec les bases pour que vous soyez en mesure d'avoir un service de paiement. Donc, toujours moyennant un prix fixe ou un forfait mensuel. Donc, ça, c'est un exemple d'une architecture qui peut être orientée service. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on peut implanter ce genre de système dans n'importe quel parc informatique, puis dans plusieurs sphères d'une entreprise, selon les champs d'expertise puis les besoins. Bon.
Maintenant, on en est arrivé enfin à la définition de qu'est-ce que le cloud computing. Donc, ma définition à moi, c'est un service qui est offert sur Internet à la demande d'un usager ou d'un client. C'est une forme d'infrastructure numérique informatique ou logicielle proposée à distance via l'Internet et un navigateur. Donc, c'est un service qui est gratuit ou payant de partage des ressources à la demande d'un client et toujours selon ses besoins. Il existe en ce moment 4 modèles de déploiement pour les nuages. On va regarder les différents modèles plus en détail. On retrouve le nuage privé, un nuage public, on a le nuage communautaire, puis le nuage hybride. Le nuage privé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un service qui est offert pour une seule organisation. Donc, en gros, l'entreprise loue ou possède cette infrastructure, puis va la gérer toujours selon ses besoins. Donc, c'est une ressource qui n'est pas partagée avec aucune autre entreprise. Ça permet de transformer les structures informatiques internes de l'entreprise en virtualisant certains services pour ses utilisateurs, toujours en fonction des besoins. Les avantages, c'est que c'est moins vulnérable aux problèmes de sécurité. Le désavantage, c'est que c'est un peu plus dispendieux en comparaison aux fournisseurs de nuages publics. Le nuage public, c'est un fournisseur de cloud public qui va proposer ses services à plusieurs clients différents, depuis l'Internet toujours. Public ne veut pas dire nécessairement gratuit, donc c'est des services qui sont aussi payants. Les mesures de sécurité qui vont être mises en place sont toujours en fonction d'assurer la confidentialité des données, puis évidemment les droits d'accès pour son utilisation au nuage. L'avantage, bien entendu, c'est les coûts de déploiement du matériel puis des applications qui sont prises en charge totalement, entièrement par le fournisseur. Donc, ça permet d'éliminer les coûts associés à des ressources inutilisées, puis de payer uniquement pour les ressources qui sont consommées. Donc, le prix coûtant est moins cher à la longue puisque le fournisseur en nuage a plusieurs clients, contrairement au nuage privé. C'est ce qui lui permet aussi de réduire ses coûts au niveau du service. Ensuite, nous avons le nuage communautaire. Le nuage communautaire, c'est une solution nuagique conçue pour le partage des ressources ou d'informations au sein d'un groupe spécialisé ou d'entreprise. En gros, c'est les ONG, les laboratoires de recherche, de développement, les universités qui vont utiliser ce type de cloud. Tout ça toujours dans le but de faire avancer leur cause en partageant leurs découvertes à la communauté scientifique ou autre. Le nuage hybride, en gros, c'est une combinaison des nuages privés et publics qui vont être interconnectés pour travailler ensemble. Sommairement, on va séparer les ressources jugées confidentielles qui vont nécessiter une sécurité beaucoup plus élevée avec les solutions nuagiques privées et on va utiliser les nuages publics pour les applications, les données qui vont être jugées non critiques pour l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise les solutions nuagiques? Ce qu'il faut se rappeler, c'est un service qui est à la demande, donc toujours accessible depuis une interface web en ligne. C'est un service qui est mesuré, donc les clients sont facturés toujours en fonction de leur consommation. Flexibilité des ressources, donc toujours la possibilité d'acquérir des nouvelles ressources, toujours en fonction des besoins. Exemple, on a un site web, on est dans le temps des fêtes, puis la fréquentation est beaucoup plus élevée dans cette période de l'année. On peut payer spécifiquement durant cette période pour avoir plus de bandes passantes pour s'assurer du bon fonctionnement de notre commerce. D'autres caractéristiques, ça prend une bande passante élevée bien entendu parce qu'il faut utiliser le service. On peut utiliser le service sur plusieurs plateformes. Souvent, les solutions nuagiques sont accessibles via des PC, des téléphones mobiles, des tablettes. Donc, c'est important d'avoir cette flexibilité-là. Et bien entendu, on a le partage des ressources informatiques. Donc, il faut dire aussi qu'il y a plusieurs clients, plusieurs utilisateurs en même temps qui vont utiliser ces ressources, d'où le concept de virtualisation. Les avantages, j'en ai parlé un peu tantôt, bien entendu, la réduction des coûts d'exploitation. On paye pour qu'est-ce que l'on consomme. Je vais vous donner un exemple. Dans une maison, on a besoin d'électricité. Pour avoir de l'électricité, ça prend une centrale électrique. Imaginez si chacun des foyers avait sa propre centrale électrique. Ça n'a aucun bon sens. Donc, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, on a une centrale électrique pour plusieurs foyers,
puis on paye la centrale électrique selon les besoins et notre consommation. Donc, c'est un peu de cette façon que ça fonctionne les nuages, mais pour l'aspect informatique. Et ce qui est le fun aussi, ce qui est intéressant avec les solutions nuagiques, c'est que c'est souvent des solutions tout inclus, donc c'est très rapide pour avoir accès aux services, sont prêts à utiliser. Donc, du moment qu'on paye, on a déjà accès à la technologie de pointe qui va répondre à nos besoins. Les risques, il y en a quand même des risques. La sécurité, donc il faut toujours vérifier la façon que les données vont être sécurisées quand on se souscrit à une solution nuagique. Il faut vérifier également les méthodes d'authentification. Est-ce qu'on doit se connecter avec un mot de passe, des jetons RSA, des empreintes digitales? Donc tout ça est à prendre en considération, puis c'est des facteurs qui sont quand même très importants. La durée de vie du service, qu'est-ce qui se passe si le fournisseur nuagique disparaît, fait faillite? Qu'est-ce qui va advenir de nos données? Est-ce qu'on va avoir accès encore à ces données-là? Donc, d'où la question également de la propriété des données. À qui appartiennent les données qui sont gérées par un fournisseur? Est-ce que c'est le client ou c'est le fournisseur? Il n'y a pas encore de droit international par rapport à toute la question des nuages. Donc, c'est encore assez nébuleux à ce niveau-là. La perte de données. S'assurer d'avoir un fournisseur qui est fiable, qui a une très bonne réputation. Exemple, j'ai Microsoft, il y a quelques années, avec la messagerie Hotmail, ils ont perdu près d'une centaine de mille de courriels dans des comptes d'utilisateurs. Ça avait pris plusieurs jours avant que Microsoft puisse récupérer toutes ces données. Il y a certains fournisseurs nuagiques qui ont peut-être moins d'expérience que Microsoft ou même Amazon ou autres, qui débutent dans ce champ d'expertise et qui n'ont peut-être pas nécessairement cette même fiabilité. D'où l'importance d'avoir des backups, donc s'assurer que toutes les données qu'on met sur les solutions nuagiques, il y a un backup à quelque part de façon à ce qu'on puisse récupérer les données si jamais catastrophe arrive. Maintenant, on va parler des différents fournisseurs de solutions nuagiques. Débutons avec Google. Donc, dans les années 90, Google offre déjà différentes solutions pour les entreprises et pour le grand public. Vous savez, par exemple, on a pour le public tout ce qui est en rapport avec le partage de photos, de musique, de contenu vidéo, la sauvegarde automatique de vos contacts personnels. Ce qui est bien avec Google, c'est que tout se synchronise également avec vos appareils mobiles. Vous avez un téléphone Android, par exemple, vous perdez vos données, il suffit simplement de reconnecter votre téléphone sur Internet avec votre compte Gmail et automatiquement, vous pouvez resynchroniser tout l'ensemble de vos données qui se retrouvaient dans votre téléphone initialement. On retrouve également Apple iCloud dans les années 2000. Donc, un peu comme Google, c'est un endroit où vous pouvez stocker, partager vos photos, musique, vidéos, contacts, ainsi de suite. Bien entendu, c'est un service qui est offert avec les produits Apple. Donc, c'est évident qu'au niveau de la compatibilité, c'est beaucoup plus limité que si on retourne vers du côté de Google, bien entendu, avec leur service cloud. On retrouve également Adobe Creative Cloud, toujours dans les années 2000. Adobe, c'est une compagnie qui se spécialise dans les logiciels de multimédia, de photos, d'effets sonores, d'effets vidéo. Ce qui est intéressant ici avec le cloud de Adobe, c'est moyennant un forfait mensuel, vous avez accès à toute une panoplie de logiciels compris dans la collection d'Adobe que vous pouvez télécharger et installer dans votre ordinateur. Je trouve que c'est très bénéfique ce système-là. Ça évite de plus en plus le piratage puis la copie illégale de certains logiciels. Si on recule dans les années 90, on voulait avoir une licence, par exemple, de Photoshop. On devait débourser dans les 500, 600, si c'est pas plus, j'en passe, pour une licence. Donc, les gens étaient beaucoup plus tentés de s'approprier des copies illégales de ces logiciels-là. Alors que maintenant qu'on propose un forfait de base, c'est beaucoup plus tentant de posséder une licence qui est légale puisque c'est beaucoup plus abordable à court terme. En 2016, Amazon, lui aussi, décide d'offrir ses solutions cloud avec le Amazon Web Service. Amazon permet aux gens, moyennant un certain forfait, d'avoir accès à des ordinateurs avec une très grande puissance de calcul, des espaces de stockage, des espaces pour générer des bases de données. Donc, vous pouvez tout retrouver l'information, bien entendu, sur le site de Amazon.
Un autre cloud bien connu, bien entendu, Netflix, qui domine maintenant le marché de la vidéo sur demande. Ce qui est quand même comique, c'est qu'auparavant, Netflix, dans les années 90, fonctionnait avec un système de location de DVD par courriel, par la poste. Donc, c'est tout dire comment le service a maintenant évolué. Inutile maintenant de se procurer, d'accumuler des DVD, des téléséries à la maison, de se faire des énormes bibliothèques. On peut tout simplement payer un 12 $, 13 $ par mois et vous avez accès à une panoplie de films et de téléséries en ligne. Un autre joueur très important, la plateforme Steam. En 2003, c'est une bibliothèque virtuelle en ligne qui nous permet d'acheter des jeux vidéo. Plus besoin de garder nos jeux dans notre bibliothèque tout en poussière. Du moment qu'on a acheté le jeu en ligne, on peut le télécharger indéfiniment puis de l'installer sur notre ordinateur. Encore là, revient la question du qu'est-ce qui advient si Steam ferme ses portes? Comment on va pouvoir récupérer toutes les licences auxquelles on a déjà souscrit? Ça, c'est une question encore dont on peut y répondre. On a parlé de Netflix, on a parlé de Steam, donc pour les films puis pour les jeux vidéo. On a également Spotify pour la musique. De façon gratuite, on peut accéder directement à Spotify et on a accès à une panoplie de discographie complète, simplement à inscrire l'artiste et on peut accéder directement à la musique dont on recherche. On peut payer un forfait mensuel qui nous permet par la suite de télécharger tout le contenu sur une grande majorité de nos appareils mobiles, tablettes, ordinateurs. Ça conclut la vidéo. À retenir, il y a plusieurs avantages à souscrire à un cloud. C'est donc important de regarder les pour et les contre, toujours en fonction de vos besoins. C'est un concept qui est encore très nouveau. Il ne faut pas oublier que l'informatique a connu une très grande révolution depuis les 40 dernières années. L'accessibilité numérique et virtuelle s'est énormément développée et démocratisée. Par contre, il reste encore plusieurs questionnements par rapport au nuage, surtout au niveau de l'ordre juridique. À suivre. Merci beaucoup.